Qui de nous n'a jamais consommé de l'eau embouteillée? Avez-vous pris une seconde pour comprendre d'où vient cette bouteille? Comment et où elle s'en va? Quel impact elle a sur notre développement durable? Mais d'abord, posons un regard sur l'enjeu actuel de la pollution par le plastique en général. Les rois du jetable. Voilà en quoi se résume l'ère à laquelle nous vivons présentement. La consommation des gens a beaucoup changé depuis plusieurs années. Avec la mode du jetable et les coûts d'achat bas rattachés à ces objets, nous faisons de moins en moins attention à notre utilisation. Par exemple, autrefois, un briquet était un objet de valeur auquel une personne pouvait se servir toute une vie. Mais voilà que dans les années 60, l'invention du briquet jetable voit le jour et transforme la demande sur le marché. Devenu un produit du quotidien, fait de plastique et qui se vend à moindre coût, les consommateurs ne ressentent plus le besoin de garder leurs objets à long terme. Ainsi est née la société de surconsommateurs. À ce jour, nous avons produit 8,3 milliards de tonnes de plastique et les chiffres continuent d'augmenter. Beaucoup de ces déchets de plastique se retrouvent en mer, polluant non seulement notre environnement, mais aussi notre écosystème. Le problème ne s'arrête pas là. En 1997, le scientifique Charles J. Moore a découvert un nouveau continent dans l'océan Pacifique, aussi appelé le vortex d'ordures. Il s'agit d'un continent de plastique non biodégradable et non visible à l'œil puisque ce continent se trouve entre 10 mètres et 30 mètres sous l'eau. Et cette eau est celle que nous embouteillons et que nous vendons aux consommateurs dans une bouteille faite elle aussi de plastique, qui servira que pour une seule utilisation. Ces bouteilles en plastique que nous utilisons très brièvement mettent des milliers d'années avant de se décomposer. On parle ici d'une moyenne d'environ 400 ans pour la plupart des bouteilles. Pourtant, malgré ces faits, on remarque que de plus en plus de consommateurs boivent de l'eau embouteillée, créant une hausse marquante de la demande sur le marché et par conséquent engendre une production de plus en plus massive des industries d'embouteillage. Les activités d'embouteillage sont passées de 300 milliards de bouteilles en 2006 à 480 milliards de bouteilles en 2016. Quels sont les différents types de pollution indirecte causés par les bouteilles de plastique? D'abord, la pollution par le transport. En raison du libre marché, plusieurs entreprises comme Fiji ou encore Perrier fournissent leur marché d'outre-mer en transportant leur eau embouteillée à bord des navires à moteur diesel qui consomment d'immenses quantités de pétrole émettant une quantité très importante de CO2. Sans oublier que l'eau domestique doit être transportée de la source à l'usine d'embouteillage, créant un problème de surconsommation d'énergie et des émissions de CO2. Toutes les bouteilles d'eau domestiques et importées sont transportées en camion ou en train jusqu'à leur destination, consommant encore plus d'énergie et émettant encore plus de pollution. Ensuite, il y a la pollution due à la récupération et à l'élimination des bouteilles de plastique. Selon les recherches, seulement 20% des bouteilles en plastique sont recyclées. Donc, 80% de celles-ci finissent dans des sites d'enfouissement ou dans les océans. Le 20% des bouteilles recyclées est soumis à un processus de tri dans un but de créer une valorisation de la matière. Pour ce faire, il faut utiliser de la machinerie et des moyens de transport adéquats pour y parvenir. Il y a d'abord la cueillette qui est faite en camion pour ensuite être transportée et déchargée au centre de tri. Ces centres de tri sont munis de machinerie telles qu'un convoyeur pour transiter les matières du camion à la première étape, soit le pré-tri. Cette étape consiste à retirer les déchets non recyclables. Après, il y a le tri. Cette deuxième étape de triage est pour séparer les matières recyclables dans des réserves selon leurs propriétés. Dans notre cas, les bouteilles de plastique. Une fois la quantité voulue de bouteilles atteinte, ces bouteilles sont envoyées sous presse pour être transformées en bio. Cette dernière étape permet la transition officielle de déchets en matières premières. Malheureusement, toutes ces étapes occasionnent à elles aussi des émissions de CO2. Et puis, la pollution due au processus de fabrication des bouteilles en plastique.
Avez-vous déjà entendu parler de l'empreinte carbone des bouteilles de plastique? C'est la quantité de carbone émise suite à la consommation d'énergie ou de matières premières lors de la fabrication. Imaginez votre bouteille remplie à 1/10 de pétrole. C'est exactement ce qui est utilisé pour produire une bouteille d'eau en plastique. Pour vous illustrer la problématique, nous prenons l'exemple de la consommation annuelle des Américains en bouteilles de plastique. Celle-ci permettrait à 1 million de voitures de rouler sans arrêter pendant 12 mois. Toutefois, en plus de 100 ml de pétrole utilisé pour la production d'une bouteille d'eau, nous retrouvons aussi l'équivalent de 80 g de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau. Ces bouteilles ont non seulement un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Puisque saviez-vous que plusieurs bouteilles de différentes grandes marques à travers le monde sont contaminées par des microparticules de plastique? Parmi ces contaminants, on retrouve du polypropylène, des fibres de nylon, du polystyrène et du polytéréphtalate d'éthylène. Et les chercheurs estiment que la plupart de ces microparticules proviennent de la bouteille elle-même. À ce jour, l'étendue des risques sur notre santé est encore méconnue. Mais, selon la Dr. Sherry Mason, professeure de chimie à la Fredonia State University of New York, il y a tout de même un lien à faire avec certains types de cancers, la diminution de la quantité de spermatozoïdes ou encore avec l'augmentation de certaines maladies comme le trouble du déficit de l'attention ou l'autisme. Ceci étant dit, si nous n'agissons pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050. Suite à quoi, plusieurs entreprises comme Naya, PepsiCo, Swell ou La Sonde furent sensibilisées par cette problématique, ce qui les a amenés à modifier leurs méthodes de production et innover dans le domaine de l'eau embouteillée afin de réduire la consommation de plastique. Bien que les entreprises font leur part et que le recyclage soit une très bonne option pouvant réduire les impacts sur l'utilisation du plastique, il ne faut pas s'arrêter là. D'ailleurs, on remarque de plus en plus de mouvements éco-responsables de la part de citoyens et des institutions. Par exemple, à Montréal, il y a la compagnie Delta Pack qui a été la première manufacture québécoise à s'attarder réellement aux problèmes de pollution liés aux bouteilles de plastique en concevant des bouteilles biodégradables. Aussi, l'Université de Montréal a modifié ses pratiques grâce à la mobilisation des étudiants et des membres du personnel. En effet, l'établissement a pris la décision de promouvoir l'eau fournie par la Ville de Montréal en cessant la distribution des bouteilles d'eau en plastique. D'autre part, il y a l'Université McGill qui a décidé de se joindre au mouvement et d'adopter une pratique similaire dès le 1er mai 2019 en interdisant eux aussi l'eau en bouteilles de plastique. Enfin, l'eau potable gratuite est un droit humain qui devrait être valorisé. Dans la même optique, non seulement les universités développent un esprit plus vert, mais il est possible de constater que certaines communautés changent leur perspective en ce qui concerne le développement durable. Par exemple, à San Pedro La Laguana au Guatemala, les citoyens ont opté pour un changement plus responsable depuis 2016 afin d'assurer une préservation de l'environnement. En effet, la ville a mis en place une initiative interdisant l'usage du plastique à usage unique. Du côté du Costa Rica, une décision fut mise en place de leur côté aussi pour interdire le plastique à usage unique d'ici 2021. Toutefois, ces interventions ne sont pas suffisantes pour protéger notre planète. Nous devons apprendre à changer nos habitudes tout en continuant de développer des mécanismes de contrôle dans le monde entier ainsi que des nouvelles politiques qui permettront de promouvoir une vision plus verte. Il faut être conscient que c'est notre avenir qui est en jeu.